Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois d'octobre. Du coup, comme pour le précédent, celui-ci va être un petit peu long puisque du coup je vais vous présenter 6 romans et 3 graphiques, donc je vais pas forcément m'éterniser très longtemps dessus, surtout que là je vous présente les romans que j'ai lus entre les Imaginales mi-octobre et puis la fin du mois d'octobre avec donc mes lectures d'Halloween. Et pour tout ce qui est des lectures d'Halloween, je vous les avais également présentées dans un vlog qui est l'une de mes dernières vidéos disponibles sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ces lectures-là, n'hésitez pas à aller voir de ce côté si vous voulez aussi voir mon avis à chaud. Du coup donc aujourd'hui je vous parlerai tout d'abord du roman Du roi je serai l'assassin par Jean-Laurent Del Socorro. Ensuite, je vous parlerai du roman jeunesse Les héritiers de Brisane par David Brie. Puis je vous parlerai du roman contemporain On ne parle plus d'amour par Stéphane Hoffmann. Après ça, je vous parlerai de Bienvenue à Perfect City par Elena Dugan. Puis je vous donnerai mon avis sur Asphodèle par Louise Le Bars. Ensuite, ce sera au tour de Lullaby par Cécile Guyot. Et côté graphique, je vous donnerai mon avis sur... Hop, de l'autre côté, In Waves par I.G. Dungo qui a pas mal fait parler de lui à sa sortie l'année dernière. Et puis je vous donnerai également mon avis sur 2 graphiques que j'ai lus pour Halloween, donc le tome 8 de l'Atelier des Sorciers et Fangs par Sarah Anderson. Hop. On va donc démarrer tout de suite avec Du roi je serai l'assassin par Jean-Laurent Del Socorro. Si vous n'avez jamais lu les romans de Jean-Laurent Del Socorro, il s'agit d'un auteur de fantasy historique, fantasy ou fantastique historique, qui a écrit pas mal de récits et dont plusieurs qui sont dans le même univers, et c'est le cas pour celui-ci. C'est l'univers en fait qu'il a créé avec son premier roman qui s'appelle Royaume de vent et de colère, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup dans le même univers que Royaume de vent et de colère, on a ce roman-là, donc Du roi je serai l'assassin, ainsi que 2 novellas qui s'appellent La guerre des 3 rois, qui est déjà sorti chez ActuSF Graphics, et le dernier qui s'appelle Noir et le sceau de l'enfer je crois, qui n'est pas encore sorti, qui était disponible en campagne Ulule il n'y a pas très longtemps, donc il devrait plus trop tarder à sortir. Mais voilà, donc ces 4 récits-là sont dans le même univers. Et puis après on a Boudica et Je suis fille de rage qui eux sont 2 récits complètement indépendants qui se passent à des périodes historiques complètement différentes. Pour du coup le roman, donc celui-ci, Du roi je serai l'assassin, c'est un récit qui se passe donc en France, alors qui se passe pas que en France mais qui se passe quand même en assez grande partie en France, et qui se passe au moment en fait des guerres de religion et de l'Inquisition. On y suit un jeune garçon, alors au tout début il se fait appeler, je sais jamais, il se fait appeler au cours du récit Simon. Il est aussi connu sous le nom de Silas dans le reste de l'univers, et je crois qu'il a encore un autre prénom au début mais je me souviens plus. Mais donc voilà, on va dire, on va l'appeler Silas. Silas, en fait au tout départ on le suit dans sa famille où il grandit avec sa sœur jumelle qui s'appelle Ruffaida, et avec leur petite sœur et avec leur père qui est assez violent. Il va se passer pas mal de choses, et puis finalement donc Silas, qui à cette époque-là ne s'appelle pas Silas, avec sa sœur Ruffaida, qui pareil va aussi changer de nom par la suite, vont se retrouver en fait à partir en France, à Montpellier je crois au départ, pour étudier. Si je dis pas de bêtises, ils viennent d'Espagne, et donc voilà, ils se retrouvent là-bas pour étudier, et au début on les considère un peu comme des étrangers. En plus ils sont musulmans, et donc du coup voilà, ils sont assez mal perçus, et leur père les envoie là-bas parce qu'il estime qu'en France ce sera plus tranquille, sauf qu'en fait non, c'est juste qu'en France ça arrive un petit peu plus tard qu'en Espagne. Et donc voilà, là-bas ils vont tous les deux apprendre pas mal de choses, et notamment autour de la médecine, en sachant que Ruffaida, comme c'est une femme, elle peut pas apprendre les mêmes choses, donc elle peut apprendre en fait à devenir chirurgienne barbière, mais elle peut pas devenir médecin, parce que c'est une profession qui est réservée aux hommes. Donc voilà, on va les suivre dans tout ça. C'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Comme d'habitude avec Jean-Laurent Del Socorro, il mêle des choses historiques qui sont hyper intéressantes et hyper précises. Il y rajoute une petite touche de fantastique, en l'occurrence le fait que Ruffaida et son frère cherchent à tout prix l'art, et l'Ardbon qui est en fait une sorte de pierre qui apparemment a des pouvoirs. Sauf qu'en dehors de cette histoire-là, sinon vraiment tout le contexte c'est vraiment de l'historique pur qui a vraiment existé. Et je trouve que Jean-Laurent Del Socorro mêle à chaque fois l'historique hyper véridique avec une touche d'imaginaire, et puis tout ça par contre avec une écriture qui est hyper fluide et hyper simple à lire. Enfin jolie et bien faite, mais en même temps simple à lire, et du coup on n'est pas du tout sur un texte
qui peut nous prendre la tête ou quoi, comme on pourrait l'imaginer avec un récit aussi documenté sur le point de vue historique. Donc je trouve ça toujours à chaque fois hyper réussi et c'est ce qui me plaît beaucoup dans les romans de Jean-Laurent Del Socorro. En l'occurrence avec Du roi je serai l'assassin, j'ai dévoré vraiment les 3/4 du récit, je les ai bouffés en une seule traite dans le train pour aller aux Imaginales. Et puis du coup j'ai lu la fin dans le train du retour. Alors pour le coup la fin m'a un petit peu déroutée parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça parte dans ce sens-là. Derrière j'ai relu La guerre des trois rois pour vérifier comment tout s'imbriquait. Faudrait aussi que je relise Royaume de vin et de colère. Je serais curieuse de relire en fait maintenant tout et pas juste à leur sortie séparément comme j'ai pu le faire pour avoir vraiment une vision d'ensemble de l'univers de Jean-Laurent Del Socorro. Je le ferai peut-être au moment de la sortie de Noir et le sceau de l'enfer. Mais voilà, en tout cas vraiment c'est un auteur que j'aime beaucoup et encore une fois pour moi c'est une très belle réussite, même si à cette fin qui m'a un peu laissé perplexe. Dans l'ensemble ça reste à nouveau une très bonne lecture et du coup je lui ai mis la note de 18/20, c'est un titre que je vous recommande très chaudement. Ensuite, j'ai donc lu L'héritier de Brisane par David Brie. Cette fois-ci, c'est aux éditions Nathan. David Brie, c'est également un auteur d'imaginaire français que j'aime beaucoup aussi, que je trouve aussi très sympathique, comme c'est le cas de Jean-Laurent Del Socorro. Et du coup, c'est un auteur que j'ai découvert en fait avec ses titres de fantasy ado et adulte. Donc Que passe l'hiver et La ville et Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Et que j'aime tous les deux vraiment beaucoup. Et il a sorti du coup plus récemment cette série-là. Donc Les héritiers de Brisane, dont là maintenant c'est le tome 2. Il a également sorti aux éditions de l'Homme sans nom récemment La princesse au visage de nuit, que j'avais vraiment bien aimé, qui était dans un style assez différent. Et il sortira un prochain roman l'année prochaine, en 2022 chez l'Homme sans nom aussi, qui a l'air très chouette, dont il nous a un peu parlé aux Imaginales. Mais voilà, donc Les héritiers de Brisane, du coup ici c'est le tome 2, pour le coup c'est une série qui est vraiment faite pour la jeunesse, donc pour les jeunes lecteurs à partir je crois de 9 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a demandé à David Brie de faire quelque chose de complètement différent de ce qu'il peut faire d'habitude, parce que d'habitude il n'est pas forcément très tendre avec ses personnages. Mais voilà, là cette fois-ci c'était une charte complètement différente de consignes, et je trouve que dans l'ensemble, ces auteurs qui écrivent de l'imaginaire pour adultes, quand ils se mettent à faire de l'imaginaire pour enfants, je trouve que c'est toujours une grande réussite parce qu'en fait ils proposent du coup des vrais récits de fantasy qui reprennent vraiment des codes de fantasy, mais avec et donc des récits aussi qui sont intelligents, qui prennent pas leurs jeunes lecteurs pour des nouilles, mais tout en proposant voilà, quelque chose de bien adapté pour la jeunesse, mais en même temps bien écrit, complet, construit, enfin voilà, je trouve ça toujours hyper intéressant, à chaque fois je trouve que c'est une réussite. Estelle Faye, ce qu'elle propose en jeunesse, je trouve ça super, donc là David Brie aussi, Vincent Tassi aussi, avec ce qu'il a fait pour la collection des châteaux hantés, enfin bref, voilà, vraiment je trouve que c'est très souvent une réussite. Donc en l'occurrence, Les héritiers de Brisane, du coup c'est un récit dans lequel on suit 3 enfants qui vivent dans un village. Il y en a un des 3 qui est qui en gros est le serviteur d'un maître pas très sympa, et les 2 autres qui sont frères et sœurs et qui pour le coup sont plus, font partie des familles d'agriculteurs, de cultivateurs, donc qui sont assez bas dans la société par rapport à la personne qui gère le château et qui du coup gère cet endroit là, puisque du coup on est vraiment sur de la fantaisie médiévale. Et puis on a donc ces 3 enfants qui sont du coup un peu les 3 enfants en marge par rapport aux autres du village, et ces 3 enfants en fait grandissent assez accompagnée d'une femme qui s'appelle Brisane, qui vient un petit peu en marge de la forêt et qui va qui va les initier en fait à tout un truc. Ça va les amener en fait à rencontrer pas mal de créatures mythiques qu'ils pensent être complètement juste mythiques en fait. Elle va leur apprendre que voilà, toutes ces créatures là existaient autrefois, qu'elles ont disparu suite à pas mal de choses, et donc ils essayent un petit peu de sauver ce qu'il en reste. C'est vraiment un chouette récit, je trouve ça bien fait, je trouve ça intelligent, j'aime bien le fait que ça reprenne pas mal de créatures mythologiques classiques, donc des faunes, des dragons, etc. Et puis les personnages sont attachants, les illustrations de Noémie Chevalier sont vraiment très chouettes aussi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un récit qui est intelligent, qui est bien fait. Et qui fonctionne à chaque fois bien. Les tomes font chacun à peu près 200 pages, donc voilà, c'est plutôt adapté pour la jeunesse. Je crois que ce sera une trilogie si je dis pas de bêtises, donc le prochain tome sera le dernier, en sachant que les 2 premiers sont sortis là en 2021, donc à mon avis le tome 2 devrait pas énormément tarder, et le tome 3 pardon devrait pas énormément tarder, on devrait avoir la fin de cette série assez rapidement. Donc celui-ci je lui ai mis la note de 17/20.
Ensuite, j'ai donc lu On ne parle plus d'amour par Stéphane Hoffmann, c'est publié aux éditions Albin Michel. Et dans ce récit-là, on suit Louise et Guillaume. Alors en fait, Louise, ce récit se passe essentiellement en Bretagne et ça se passe dans un endroit où on a beaucoup les grandes familles un petit peu nobles, un peu anciennes de Bretagne qui se retrouvent pour faire des rallyes en voilier, etc. Enfin vraiment voilà, toute cette chose-là qui sont beaucoup dans le paraître, dans les grandes réceptions, etc. Et du coup Louise, elle a complètement grandi là-dedans, elle vit complètement là-dedans et elle est un peu considérée comme étant la fille qui a pas trop réussi, dont on sait pas trop quoi faire, et du coup son père qui est un grand flambeur d'argent décide en gros que finalement cette fille qui fait pas grand chose, ce qu'elle pourra faire de plus utile c'est épouser un riche, le fils d'une riche famille pour du coup sauver l'entreprise familiale de papa qu'il fait flamber, non pas parce que ça ne fonctionne pas mais juste parce qu'il dépense son argent n'importe comment. Donc voilà, du coup il décide en gros de marier sa fille qui a 30 ans et en sachant que ça se passe à l'époque actuelle, hein, du coup elle est promise à un fils d'une grande famille, sauf qu'elle va faire la rencontre pas très longtemps avant ce mariage prévu du fils d'une grande maison voisine qui s'appelle Guillaume, et Guillaume a pas du tout grandi a grandi dans cette maison là mais ça fait longtemps qu'il en est parti, qu'il a complètement vécu une autre vie, et comme il a eu pas mal de soucis dans sa vie parisienne un petit peu trop flambante, ses parents le renvoient en Bretagne et là il va faire la rencontre de Louise, ils vont je sais pas vraiment si on peut dire tomber amoureux mais en tout cas ils vont nouer une relation. Et du coup, voilà, ça va parler de tout ça. Le début du récit m'a pas vraiment plu, j'étais pas du tout prise dedans, je trouvais ça super lent, je trouvais ça pas intéressant, le côté des grandes familles, etc. Puis le père qui veut marier sa fille, enfin bref, ça m'a pas du tout passionnée. Ensuite, ça m'a un petit peu plus pris parce qu'on voit que Louise va un petit peu quand même se rebeller par rapport à tout ça, et notamment en faisant la rencontre de Guillaume. Donc j'ai trouvé ça un petit peu plus intéressant, mais la fin pas tellement non plus, donc voilà, c'est pas du tout une lecture qui va me marquer. J'ai trouvé le début assez lent, la suite pourquoi pas, mais bon voilà, dans l'ensemble c'est pas une franche réussite. Voilà. J'ai mis du coup la note de 13 sur 20, j'ai pas été très embarquée dans le récit. Ensuite j'ai lu Bienvenue à Perfect City, ça c'est au moment où j'ai commencé à attaquer les lectures un petit peu plus branchées Halloween. Donc c'est écrit par Elena Dugan et c'est publié aux éditions Fleurus, c'est un récit que j'ai reçu de leur part donc je les en remercie. Celui-ci aussi d'ailleurs c'était un service presse d'Albin Michel. Donc Bienvenue à Perfect City, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Violette, qui vit avec ses parents, qui a une vie ma foi tout à fait normale a priori dans notre monde, et puis son père qui est un ophtalmologiste assez connu va participer à un congrès, il va être repéré lors de ce congrès et deux frères, les frères Archer, vont lui proposer un poste dans leur ville, enfin dans la ville qu'il gère plus ou moins, en tout cas c'est la grande entreprise de la ville, c'est le cabinet d'ophtalmologie des frères Archer, et donc voilà, du coup ils se retrouvent, toute la famille déménage là-bas, et dès qu'ils arrivent là-bas on leur explique que vraiment Perfect City, voilà, c'est la ville parfaite, tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde est aimable, les enfants sont sages, etc. Mais par contre tout le monde perd la vue. Et du coup ils doivent tous porter des lunettes, sinon ils ne voient rien. Et du coup toute la vie va commencer et la mère de Violette va commencer petit à petit à vraiment changer de comportement, sauf que Violette, tout ça ça marche pas trop sur elle, et puis en plus elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Kid, et qui fait partie en fait d'une caste qui n'est pas vue par les gens, et grâce à Kid en fait elle va découvrir tout l'envers de cette ville parfaite, et notamment tout ce qui se passe avec ses habitants qui perdent la vue et tout ça. C'était vraiment sympa, je trouve que l'idée est bien explorée, qu'elle est bien poussée, que c'est un récit qui est plutôt intelligent, c'est un récit qui fait quand même un petit peu peur, enfin il y a un petit côté frisson. Pour les jeunes lecteurs je pense que voilà, ça peut un petit peu les inquiéter en tout cas. C'est un récit donc adapté à la jeunesse mais qui fait quand même un 300 et quelques pages, 400 pages, je sais plus, 370 pages, donc voilà, c'est adapté à la jeunesse mais déjà à des enfants qui aiment lire et qui sont pas inquiets par le fait de lire cette taille-là. Mais sinon après dans le récit en lui-même c'est pas un récit qui est compliqué à lire je trouve, c'est vraiment une histoire qui est prenante, une aventure qui est prenante, comme je disais, voilà, un petit côté un peu inquiétant, mais je pense pas que ce soit non plus trop terrifiant a priori pour des enfants, en tout cas pour moi ça allait. Et puis donc voilà, il y a d'autres tomes qui sont prévus au programme, je trouve pas que ce soit forcément indispensable, la fin alors ne répond pas à tout, effectivement on sent bien qu'il peut y avoir une suite, mais d'un autre côté le principal de l'affaire qui était évoqué ici est résolu, donc voilà, on dit juste à la fin que maintenant qu'il va pouvoir y avoir autre chose, et donc voilà,
on est un peu curieux de voir ce que ce sera. Mais voilà, je sais pas si je lirai la suite, en tout cas j'ai passé un bon moment avec Perfect City, c'était plutôt sympa. J'ai trouvé la fin un petit peu facile, alors après, bon je l'ai trouvé un petit peu facile parce que moi je suis pas dans le public cible, je pense que pour le public cible ça posera pas de soucis. Mais voilà, c'était vraiment sympa, puis j'aime bien la couverture qui est aussi un petit peu inquiétante avec toutes ces fleurs en forme d'yeux, qui font d'ailleurs référence à un truc du récit qui était un peu glauque. Pas glauque, très méchant, mais un peu bizarre quand même. Donc voilà, c'était plutôt une chouette lecture, j'ai passé un bon moment avec, ça se lisait bien, c'était sympa. Et du coup je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai lu Asphodèle par Louise Le Bars, c'est publié aux éditions Noir d'Absinthe et pour ma part j'ai cette édition collector que j'avais pris lors de la campagne Ulule mais que je ne vais pas garder. C'est un récit que j'ai pas trop apprécié. En fait, Louise Le Bars, je l'avais adoré avec Vers de lierre, vraiment j'avais adoré, j'avais trouvé ça super bien. Et du coup c'est pour ça que j'avais participé à la campagne Ulule, même si je savais qu'Asphodèle c'était un récit de vampire et que le vampire a priori c'est pas trop ma tasse de thé. Sauf que dans ce récit là j'ai retrouvé l'écriture de Louise Le Bars que je trouve vraiment très jolie. Et j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient intéressantes, mais le problème c'était que c'était vraiment beaucoup trop problématique pour moi. Alors certes on essaye de nous expliquer que c'est lié à l'époque etc, parce que du coup c'est l'histoire d'un vampire donc il traverse les époques, mais il n'empêche que dans l'absolu j'ai trouvé ça beaucoup trop dérangeant pour moi. En gros on suit Asphodèle qui est un vampire qui est un amoureux des femmes, mais qui en fait son but comme c'est un vampire c'est quand même de les tuer et de les manger, hein, enfin de boire leur sang. Donc bon, c'est pas des relations très sympas à chaque fois. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup de relations qui sont très dérangeantes. Il y a des relations où il s'introduit par la pensée dans le corps des jeunes filles pour leur faire penser des choses sexuelles, etc. Enfin bref, c'est très dérangeant. Il y a certaines scènes qui s'apparentent quand même vraiment à du viol, il y a des scènes qui sont également assez racistes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses quand même très dérangeantes dedans. Il commence forcément par une jeune vierge, enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Heureusement, il y a quand même certains passages qui sont un peu plus intéressants, où les relations sont un petit peu plus équilibrées, dans lesquelles, voilà, Asphodèle, c'est pas juste un vampire qui réussit tout, il y a quand même des moments où il est un peu en galère. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça trop dérangeant, je trouvais qu'il y avait trop de passages qui m'ont gênée, du coup c'est pas spécialement un récit que je compte garder. En tout cas, je compte pas le relire, donc voilà, je pense pas que je vais le garder. Et puis j'ai pas trop aimé la fin non plus, que j'ai trouvé elle aussi très dérangeante et en plus de ça pas très claire. Donc voilà, j'ai pas trop apprécié, c'est pas une lecture qui m'a plus enchantée que ça. Je suis pas complètement fermée au fait de relire des récits de Louise Le Bars, mais peut-être pas dans cette thématique là. Du coup celui-ci je lui ai mis la note de 10/20. Et puis pour terminer sur une note beaucoup plus positive, j'ai également lu Le Labi par Cécile Guyot aux éditions du Chat Noir. C'est un récit pour le coup que j'ai beaucoup apprécié, pas de suspense. Je l'ai acheté également aux Imaginales, ça m'intriguait bien et vraiment je suis hyper contente de m'être laissée tenter parce que je m'attendais pas à autant apprécier ce récit. Je m'attendais pas à avoir un texte aussi percutant qui me plaise autant dans un récit aussi court qui fait une centaine de pages, parce que j'ai tendance pour ma part à souvent quand c'est ça à trouver que c'est pas assez développé, et en l'occurrence je trouve pas que ce soit le cas ici. Je trouve que vraiment Cécile Guyot a réussi à vraiment bien explorer tous les thèmes je pense dont elle voulait parler, et si ça avait été plus long je l'aurais sûrement lu avec autant de plaisir, mais franchement ça marchait très très bien. Dans ce récit là du coup on suit l'histoire de Hazel qui est une jeune adolescente dans les années 20 aux États-Unis qui rêve de devenir écrivaine et plus particulièrement d'écrire des histoires d'horreur. Par ailleurs, elle va assez vite se rendre compte également qu'elle est plus attirée par la fille de ses voisins que par les jeunes garçons qu'on essaye de lui présenter. Et c'est pour ces deux raisons, lorsque ses parents vont s'en rendre compte, qu'ils vont décider de l'interner, comme ça se faisait pas mal à l'époque, pour toutes les jeunes filles qui, en gros, ou les femmes plus âgées d'ailleurs, qui ne correspondaient pas à ce qu'on attendait d'elles. La chance, entre guillemets, qu'a Hazel, c'est qu'elle fait partie d'une famille assez élevée, et du coup on va l'envoyer certes dans un asile psychiatrique, mais pas dans ceux où il y a pas dans ceux où les femmes sont les moins bien traitées, comme c'était le cas par exemple des prostituées, etc. C'est quelque chose qui est mentionné dans le récit, que leurs conditions de vie sont horribles, mais que ça pourrait être encore pire si elles n'avaient pas au moins cette chance de faire partie de la haute société. Donc du coup voilà, elles se retrouvent internées en asile psychiatrique avec d'autres femmes qui dérangent, qui ne sont pas folles ou quoi que ce soit, enfin qui n'ont pas de problème psychiatrique, mais qui juste dérangent par rapport à leur famille, à la société. Et puis c'est également un récit qui va traiter donc effectivement de l'écriture, qui va traiter de l'horreur, aussi bien de l'horreur dans le sens de ce qui est écrit et des récits que l'horreur dans des choses de la vie. C'est un récit qui parle également d'abus sexuels, et c'est un récit qui
qui mêle vraiment des choses horribles avec un côté rêve. Je trouve que le mélange des deux est hyper bien fait et finalement voilà, les choses horribles deviennent de l'onirisme. Il y a tout un côté aussi autour du jardin secret, enfin vraiment c'est hyper bien fait, j'ai trouvé ça tellement... Ouais, tout est bien fait dedans, je trouve que ça aborde plein de sujets hyper intéressants, on voit vraiment les relations entre les différentes femmes qui vont essayer de se soutenir dans cet endroit horrible, tous leurs traitements qui sont faits, de ce côté-là ça rappelle un peu le bal des folles, j'ai pas encore vu l'adaptation mais j'ai lu le livre, donc voilà, vraiment c'était hyper bien, j'ai trouvé ça très réussi et je vous recommande vraiment la lecture si ça vous intéresse. J'avais déjà lu pas mal d'autres livres de Cécile Guyot mais vraiment celui-ci pour moi c'est mon préféré. Donc celui-ci je lui ai mis la note de 18 sur 20. Et ensuite, donc côté graphique, on va commencer tout d'abord avec In Waves par Eiji Dengo. Alors c'est une traduction, il est sorti chez Casterman l'année dernière, il y a un an. Peut-être même 2 ans maintenant, peut-être 2 ans. Et c'est un récit du coup graphique qui mêle 2 histoires. On a tout d'abord une histoire qui est autobiographique et qui est un récit du coup contemporain on va dire, qui est donc l'histoire de Eiji Dengo qui raconte en fait l'histoire de sa femme qu'il a rencontrée, de leur coup de foudre, de comment s'est installée leur relation et puis ensuite du cancer qui est arrivé pour sa femme et de tout ce qui en a suivi. Cette partie-là m'a beaucoup touchée. Et puis en parallèle de ça, comme sa femme est une grande amatrice du surf, on va également traiter de l'histoire du surf, avec donc les grandes figures, comment ça s'est passé, etc. Et pour le coup cette partie-là était intéressante aussi, et j'aime bien le surf, mais j'ai trouvé peut-être que c'était un petit peu long sur ça parfois. Et puis c'est plus qu'en fait ça me touchait moins parce que c'était plus un récit factuel, donc voilà, du coup ça m'a un petit peu moins touchée pour cette partie là que pour l'aspect autobiographique que j'ai trouvé vraiment très belle. C'est un récit qui est hyper joli avec pas mal de monochromes comme ça, alors c'est pas toujours sur des fonds bleus, il y a un côté aussi un peu sépia parfois quand il parle des choses plus historiques et je me demande s'il n'y a pas d'autres couleurs mais je suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment un style de dessin très joli, assez simple, avec comme ça voilà du monochrome. Je trouve ça hyper joli, c'est tout à fait mon style de dessin. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert ce récit-là qui a beaucoup fait parler de lui. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect d'histoire personnelle que j'ai trouvé vraiment très touchant et c'était vraiment hyper cool. Donc c'est un très gros roman graphique qui fait je sais plus peut-être 400 pages, un truc comme ça. C'est quelque chose d'assez balèze mais vraiment c'était hyper cool, je suis très contente de l'avoir découvert. Et puis, hop. Ensuite, j'ai donc lu le tome 8 de l'Atelier des Sorciers. Donc pour In Waves, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de l'Atelier des Sorciers. C'est une série de mangas que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les dessins sont toujours incroyables. Et j'aime vraiment bien l'histoire qui est donc l'histoire de Coco, qui est une jeune fille qui va découvrir un peu par erreur la magie, alors qu'elle pensait dans son univers, on dit à tout le monde que la magie c'est réservé à ceux qui ont des pouvoirs, et elle va découvrir que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Donc voilà, avec des styles de dessin vraiment comme ça qui sont hyper jolis, très fidèles à la couverture. Dans certains mangas parfois les couvertures ressemblent pas du tout au style de dessin à l'intérieur, mais en l'occurrence si, c'est des dessins comme ça très détaillés, très jolis. Donc voilà, du coup Coco va découvrir que la magie finalement c'est pas exactement ce qu'elle pensait et puis elle espère devenir magicienne pour en fait résoudre un souci qu'elle a créé en découvrant qu'elle pouvait avoir des pouvoirs magiques. Donc du coup elle va devenir une apprentie sorcière, elle va entrer donc dans un apprentissage auprès d'un maître. Et puis on va suivre du coup toute son histoire. Alors autant tous les premiers tomes se centraient vraiment sur l'apprentissage et puis également sur d'autres problèmes, sur la confrérie du capuchon aussi qui essaye un petit peu de faire changer d'avis Coco sur certaines choses. Autant là depuis quelques tomes, en fait à chaque fois dans le tome suivant, enfin dans chaque nouveau tome on nous introduit en fait un nouveau personnage, du coup on nous introduit son histoire, ça nous permet en fait d'explorer un peu plus l'univers donc c'est chouette. Mais du coup l'histoire principale ça fait 2 tomes dans lesquels elle n'avance pas du tout. On ne parle plus de la confrérie du capuchon, on ne parle plus spécialement de l'étude et des nouveaux sorts etc. Enfin ce côté là est quand même assez limité. Là on parle quand même encore un peu de nouveaux sorts mais ouais c'est quand même assez limité. On ne parle plus vraiment, ça se passe plus vraiment à l'atelier en soi etc. Donc ouais je suis un peu moins fan depuis 2 tomes on va dire, 2-3 tomes où je trouve que l'histoire principale en fait n'avance pas. Il se passe des choses autour, c'est pas des tomes dans lesquels il se passe rien, mais l'histoire principale n'avance pas, et du coup ça commence à me faire dire que on part pour combien de tomes là parce que je suis pas une grande fan des séries de manga à rallonge.
Et si on part même sur 20 tomes, quelque chose comme ça, bah, pour moi c'est long quoi, pour un manga. Et même si j'aime beaucoup les styles graphiques et que je vais continuer à les acheter, je trouve que ça commence à faire long et j'aurais bien aimé peut-être quelque chose de plus court, quitte à faire ensuite une série spin-off en fait qui traite d'autres personnages. Et typiquement peut-être que ces histoires là dont on nous parle maintenant, où on introduit des nouveaux personnages qui font pas partie du cercle d'apprentissage en fait de Coco, peut-être que j'aurais plus aimé les voir dans des spin-offs. Donc voilà, du coup celui-ci je lui ai mis la note de 16/20, c'était sympa, mais ça n'avance pas. Voilà, ça permet de voir le reste de l'univers, je trouve ça chouette, mais l'histoire principale n'avance pas. Ensuite, j'ai donc lu Fangs par Sarah Anderson, pardon. C'est sous-titré donc Crow et c'est publié aux éditions 404. C'est un petit récit graphique, donc hop, comme ceci. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé très chouette, dans lequel en fait on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est vampire, et enfin elle a 300 ans mais bon, d'une jeune femme qui est vampire, et d'un jeune homme qui lui est un loup-garou. Ils vont se rencontrer un peu par hasard dans un bar, ils vont tomber amoureux et ensuite ils vont commencer une relation de couple, et en fait à travers eux, donc c'est pas mal de petites scénettes mais ça fait quand même une histoire chronologique dans laquelle on parle finalement du quotidien du couple, etc. Et avec à la sauce, voilà, vampire et loup-garou, avec pas mal de blagues par rapport à ça. Je trouve que ça fonctionne hyper bien. Pour une traduction, je trouve que ça marche hyper bien, parce que ce genre de scénettes et de blagues en traduction, on sait quand même que c'est pas toujours une réussite, mais en l'occurrence je trouve que ça marche très bien. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça très sympa, j'ai passé un très bon moment avec. Voilà, ça m'a bien fait rire, vraiment plusieurs fois ça m'a fait rire. Donc oui, c'est un petit récit que je vous recommande. J'ai mis pour ma part la note de 17/20. Sur ce, j'ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces récits, parce que certes j'ai fait des lectures un peu mitigées, mais j'ai aussi fait quand même de chouettes lectures durant la fin du mois d'octobre. Et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!